Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui notre premier volet consistant à définir le sionisme par différents projets, par différentes dimensions. Et aujourd'hui, nous allons commencer par celle du territoire. Alors, je commence par celle du territoire, à la fois parce que, on le sait bien, c'est la dimension qui est la plus contestée, celle qui suscite le plus de querelles et de débats entre juifs et non-juifs, entre israéliens et le monde arabe. Mais je commence également par le territoire parce que s'il y a bien un point commun à tous les sionismes, quelle que soit la tendance, c'est l'idée que les Juifs ont besoin d'une terre, qu'on ne peut plus compter ou on ne peut plus continuer sur le modèle de la dispersion. Il faut regrouper les Juifs et donc il faut disposer d'une terre à soi. Et cette terre à soi, ça paraît évident que c'est Sion, puisque le mouvement s'appelle le sionisme. Ben, c'est pas tout à fait comme ça. Parce que, au départ, on ne sait pas de quelle terre on va pouvoir disposer. On ne sait pas si cette terre d'Israël est disponible. Et donc, il va y avoir pendant quelques années, pas trop longtemps, mais il va y avoir une sorte d'indétermination du territoire, parce qu'on va estimer que le plus important dans le sionisme, c'est d'abord la liberté politique, c'est d'abord la souveraineté. Il faut que nous soyons réunis en un lieu. Si ce lieu, c'est Israël, tant mieux, mais si c'est pas Israël, il faut examiner les choses. Et je prendrai deux références importantes dans l'histoire du sionisme. C'est celle de Théodore Herzl. Dans son livre « L'État des Juifs », il a un chapitre qui s'appelle « Palestine ou Argentine ». Et il n'a pas écrit Palestine ou Argentine pour rimer, pour faire joli, mais parce qu'au même moment, il y a des expériences qui sont tentées de regrouper les Juifs en Argentine. Et il se pose la question, alors qu'est-ce qu'on doit choisir, la Palestine ou l'Argentine? Et il dit, j'aurais bien choisi la Palestine, mais est-ce qu'elle est disponible? Il se pose la question, on voit bien que l'identité du territoire, l'identification du territoire est subordonnée au projet même d'avoir un État des Juifs. Et le deuxième, je dirais, événement qui va justement cristalliser cette question-là, c'est que après les pogroms de Kishinev, les Britanniques qui craignent un afflux massif d'immigrants juifs en Grande-Bretagne, eh bien, vont consulter Théodore Herzl, ils se souviennent qu'il est président de l'exécutif sioniste, en lui proposant, pour ainsi dire, 50% de son programme. Ils vont lui dire, et si on rassemblait les juifs dans un État, ça c'est formidable, mais pas en Palestine. Pas parce qu'ils veulent pas, mais parce que la Palestine ne leur appartient pas, ils n'y sont pas présents. Mais en revanche, ils ont beaucoup de terres en Afrique orientale, et notamment dans une région du Kenya, mais qu'on appelle à l'époque encore l'Ouganda. Et ils vont proposer à Herzl, et si vous formiez cet État, ce regroupement des Juifs que vous appelez de vos voeux, en Ouganda ou dans le Kenya actuel. Et Herzl est, comment dirais-je, est partagé. Il sait bien que, d'un côté, 6 ans après la création de son mouvement, il a déjà presque l'État qu'il a appelé de ses voeux, mais en même temps, il comprend bien que ce n'est pas la destination qui était souhaitée par le mouvement sioniste. Il va néanmoins réunir un congrès, et le congrès va accepter l'idée d'envoyer une délégation pour vérifier si les conditions s'y prêtent. Finalement, cette affaire de l'Ouganda, cette proposition de l'Ouganda ne va pas être mise à l'épreuve, ne va pas être réalisée, à la fois parce qu'au sein du mouvement sioniste, il y a des dissensions très graves, et notamment une minorité qui dit « si on a attendu 2000 ans pour revenir à Sion, nous attendrons encore 2000 ans de plus s'il le faut », et qui considère même que si Herzl insiste trop et s'arc-boute sur cette destination de l'Ouganda, alors peut-être qu'Herzl finalement n'est qu'un nouveau messie. Herzl va mourir quelques mois plus tard, justement devant le spectacle d'un schisme à l'intérieur du mouvement sioniste, entre ce qu'on va appeler les territorialistes ou les ougandistes et les fidèles de Sion. Et donc c'est le congrès d'après qui va fixer les choses. Et ce congrès va trancher les choses d'une manière définitive en décrétant que désormais le mouvement sioniste n'a d'autre ambition territoriale que d'établir un État juif en terre d'Israël, et c'est la terre d'Israël, sinon rien. Et je dirais qu'à cet égard, cette proposition ougandaise a eu le mérite de clarifier une bonne fois pour toutes quel est l'objectif territorial du sionisme. Et donc ce n'est plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, une terre pour les Juifs, c'est la terre d'Israël pour les Juifs, sinon rien. Sinon, on remet à plus tard ce projet-là. Et à partir de 1905, eh bien, c'est clair, le sionisme reste strictement fidèle à cette idée d'une terre pour les Juifs, mais cette terre ne peut être qu'en terre d'Israël. Alors,
on n'a pas résolu tous les problèmes, parce que la terre d'Israël, on sait bien où elle se situe, on sait bien que ce n'est pas en Égypte, on sait bien que ce n'est pas en Grèce, on sait bien que ce n'est pas en Chine, mais au Proche-Orient, comment définir exactement ce qu'est la terre d'Israël par rapport à des considérations bibliques, mais lesquelles? Parce que des tracés de frontières dans la Bible, vous en avez beaucoup, soit le pic au temps de Salomon, soit dans d'autres périodes où ce n'était plus qu'une petite province ramassée. On inclut le royaume d'Israël ou on inclut le royaume de Judée? Donc on voit bien que la tradition biblique n'est pas une source, en tout cas qui en impose à l'ensemble des sionistes. Et du coup, les sionistes vont s'en tenir à quoi? Ils vont s'en tenir à l'évolution politique et diplomatique de la région. Et l'évolution diplomatique et politique de la région, c'est la Première Guerre mondiale, et c'est après la Première Guerre mondiale le démantèlement de l'Empire ottoman. Il n'y a plus d'Empire ottoman sur toute cette région qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui le Moyen-Orient ou le Proche-Orient, et qui inclut le Liban, la Syrie, Israël, l'Arabie saoudite, l'Irak, la Jordanie. Tout ça, c'est l'ex-Empire ottoman, et voilà que les Britanniques, avec le consentement des Français, avec le consentement de la Société des Nations, vont estimer que pour trouver une solution à ces vastes provinces arabes de l'Empire ottoman, eh bien, ils vont faire quelque chose qui est essentiel, ils vont tracer des frontières. Et ils vont dissocier à l'intérieur de cet empire-là, ou de cet ex-empire ottoman, ils vont dissocier, ils vont créer des entités territoriales différentes, l'une qui s'appelle le Liban, la deuxième qui s'appelle la Syrie, une troisième qui s'appelle l'Irak, et il va y avoir une entité qu'on va appeler la Palestine. Et cette Palestine, elle va de la Méditerranée, pas jusqu'au Jourdain, elle va jusqu'à l'Irak. Mais ça va durer pendant 2 ans. Pourquoi? Parce qu'en 1920, on dit la Palestine, ça va de l'Irak jusqu'à la Méditerranée, mais en 1922, Churchill, oui, le grand Churchill, Winston Churchill, qui à l'époque n'est pas bien sûr Premier ministre, mais il est ministre des colonies, compte tenu des dissensions que ce découpage va susciter, compte tenu aussi des promesses qu'il a faites à Abdallah, un des chefs de la révolte arabe, eh bien, il va prendre cette Palestine et il va la diviser en deux, et d'ailleurs pas de manière égale, pas 50-50, mais il va établir le Jourdain comme frontière, là où elle ne l'était pas entre 1920 et 1922, et il va décréter qu'à l'ouest du Jourdain, nous avons la Palestine mandataire, sur laquelle, en vertu de laquelle les Britanniques doivent veiller à la création d'un foyer national juif, c'est le sens de la déclaration Balfour, et au-delà du Jourdain, nous avons, et jusqu'à l'Irak, nous avons une autre région, alors certes beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste en termes de kilomètres carrés, mais globalement, géographiquement parlant, c'est essentiellement du désert, et ça va s'appeler la Transjordanie. Et la déclaration Balfour, qui entre 1920 et 1922, théoriquement s'appliquait à l'ensemble, désormais, le foyer national juif ne portera que sur la partie qui va du Jourdain jusqu'à la Méditerranée. Et sur ce découpage-là, il va y avoir, au sein du mouvement sioniste, un premier clivage très significatif entre ce que l'on va appeler le mouvement révisionniste, parce qu'il entend réviser les frontières établies par Churchill, et celui qui va être à la tête de ce mouvement-là, c'est Vladimir Zeev Jabotinsky, qui va estimer que la parole a été donnée en 1920 que la Palestine va de la Méditerranée à l'Irak, et que donc les Britanniques doivent rester fidèles à cette promesse. Et ils vont donc contester, ils vont réviser, ils vont exiger la révision de ce découpage territorial, si ce n'est qu'après la création de l'État d'Israël, cette revendication-là va rester en sourdine, et c'est au début des années 60, à la veille d'un rassemblement politique entre un parti libéral et le Khérout de Menachem Begin, qu'officiellement Menachem Begin va abandonner, idéologiquement parlant, la revendication sur la Transjordanie, qui entre-temps s'est appelée la Jordanie. Face à cela, vous avez le sionisme socialiste ou le sionisme pratique ou constructiviste, je vous donne tous les mots que l'on emploie dans l'histoire du sionisme, et qui eux, vont d'abord, d'un point de vue très pragmatique, se contenter de la décision britannique en disant, bon, si c'est jusqu'au Jourdain, on fait avec, en quelque sorte, on n'a pas le choix, en impliquant ou plutôt intégrant le rapport de force qui font qu'ils n'ont pas les moyens de contester la décision de Churchill de remettre en cause le découpage initial, mais eux vont développer une toute autre approche du territoire, c'est-à-dire le sionisme, c'est pas simplement la terre d'Israël, c'est d'abord et en même temps
le retour à la terre, le retour à la nature, la possibilité, grâce au territoire obtenu, de transformer la condition juive, de faire qu'elle ne soit pas uniquement concentrée sur, je dirais, des professions intellectuelles, artistiques ou économiques et industrielles. On va enfin, après avoir été privé 2000 ans du travail, du contact avec la terre, eh bien, nous allons redécouvrir les joies, les bonheurs qui consistent à avoir un lien. Parce que pour cette école-là, on n'est pas propriétaire d'un pays, on n'est pas légitime sur un territoire si on ne la travaille pas, si on n'en apporte pas les fruits qu'elle met à la disposition des personnes. Et donc, on va avoir notamment la création la plus singulière, c'est effectivement les kibbutzim, les moshavim, toutes ces formes de coopératives. Ces socialistes-là, quand ils arrivent en Palestine, ils se rendent bien compte que, le prolétariat, c'est bien joli, mais il n'y a pas de prolétariat parce qu'il n'y a pas d'industrie. Et donc, on va créer en quelque sorte une sorte de prolétariat agricole, mais pour être indépendant d'un patronat ou de propriétaires terriens, eh bien, on va demander à l'organisation sioniste de leur fournir des terres et ils vont organiser ce travail-là de manière équitable, égalitaire, égalitariste, avec cette invention formidable qu'a été, en tout cas pendant près d'un siècle, les kibbutzim. Donc, on a ici deux conceptions du territoire. Un dernier mot pour dire que ce débat territorial, cette confrontation territoriale va être tranchée en 1947 avec le plan de partage, avec la guerre d'indépendance qui va un peu bouleverser les choses. Finalement, l'État d'Israël va s'établir sur 78% de la Palestine mandataire. Et puis, en 67, la guerre des 6 jours va de nouveau redistribuer les cartes, puisque Israël va se trouver à la faveur de la victoire, eh bien jusqu'au Jourdain. Donc on va revenir aux frontières du mandat britannique jusqu'en 1947. Et là, vous avez ce fameux débat qui non seulement divise les Israéliens entre eux, mais qui, je dirais, détermine ce qu'on appelle la gauche israélienne et la droite israélienne, à savoir qu'est-ce qu'on fait de ce territoire? Est-ce qu'on l'additionne à l'État d'Israël sous la forme d'une annexion à moyen ou long terme? Est-ce qu'on implante des localités juives dans cette région qu'on appelle la Judée-Samarie, pour reprendre le terme hébraïque adéquat? Ou bien on estime que dans le cadre d'une réconciliation avec le monde arabe et avec les Palestiniens en particulier, eh bien on établit un compromis territorial qui, contraindrait Israël à se retirer, sinon sur la frontière de 67, en tout cas dans des frontières rectifiées, mais peu ou prou semblables à la ligne de cessez-le-feu de 1949. Donc on voit que ce débat territorial qui a commencé entre les ougandistes et les sionistes s'est prolongé par la suite sur cette confrontation entre un grand Israël, mais qui inclut la Transjordanie, lequel aujourd'hui se réduit, n'est-ce pas, à cette confrontation autour de l'avenir de la Cisjordanie, pas tant d'ailleurs celui de la bande de Gaza, que personne n'entend vraiment aujourd'hui récupérer, mais voyez bien que cette dimension territoriale, elle est à la fois source d'unité et en même temps source de division. Tous les sionistes s'accordent pour penser qu'un État juif ne peut avoir lieu, ne peut s'établir et se maintenir qu'en terre d'Israël, mais toute la terre d'Israël, une partie de la terre d'Israël, ce débat-là reste toujours ouvert.